Bonjour à tous. Tout le monde est bien installé et tout le monde a bien sûr lu les 466 livres de la rentrée littéraire. Pour faire honneur à un invité pas comme les autres, pas seulement parce qu'il croit aux fantômes. J'ai eu très peur, hein, j'étais pas comme les autres. J'ai créé une chanson de Céline Dion tout de suite. Et je me suis dit, on commence fort. Mais on peut. Peut-être après. Pas comme les autres, parce que vous croyez aux fantômes, depuis que vous avez lu le roman Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, ou peut-être parce qu'il s'est fait tatouer des citations de Duras ou de Virginia Woolf sur le corps. Un invité pas comme les autres parce qu'il est l'un des trop rares visages de la culture dans les médias et du direct à la télé. Petit, il avait promis à son grand-père de lire tous les livres du monde. Vous nous direz où vous en êtes. Mais en grandissant, il a fait évoluer sa promesse. Il lit, il partage ses lectures et il fait parler ceux qui écrivent. Sans les livres, cet homme qui revendique aimer la ponctuation et surtout les points d'interrogation, sans les livres, il serait déjà noyé dans sa baignoire, là où il lit. Nous recevons donc le journaliste littéraire, normalien, agrégé d'anglais, parrain de la très belle association Bibliothèques sans frontières, animateur du book club sur Brut et sur Instagram. Un journaliste qui aime tourner les pages et celle de sa vie professionnelle. On l'a vu sur tous les supports, en presse écrite, à la télé, au Grand Journal, où on vous a découvert en 2012, puis Le Cercle, 21 cm, Boomerang sur France Inter pendant 8 ans, et puis la plateforme Brut avec Plumard, et puis le Book Club, et aujourd'hui, la Grande Librairie, après une transition sans faute de style avec François Bunel. Mais est-il un homme en mission? Question qu'on va lui poser. Augustin Trapenard est un défenseur de la littérature et du temps long à la télévision. Il dit que la culture est un mot qui fait peur et que la littérature a une puissance psychanalytique. Et de lui, que dit-on? Un intranquille, un homme paradoxal et extrême, capable de la plus infinie nuance sur tous les sujets, sauf sur lui-même. Dixit, votre ami Dora Tillier dans les colonnes du Monde avant l'été. Bonjour Augustin Trapenard et bienvenue. Bonjour François, merci de me recevoir et merci à tous d'être là. Et vous, qu'est-ce que vous diriez de vous? Le point d'interrogation, c'est déjà effectivement un bon élément de réponse. C'est effectivement mon point de ponctuation, mon signe de ponctuation préféré depuis toujours. Il y a des journalistes qui, vous savez, quand ils posent des questions, en fait, font des points de suspension. Ils s'adressent à vous sans poser véritablement de questions. Moi, je suis un grand défenseur de la question. Je trouve que la question, c'est très beau. Ça ouvre en réalité. Je préfère d'ailleurs souvent les questions ouvertes aux questions fermées. Les questions auxquelles on ne répond pas par oui ou par non, mais par un développement et par l'élaboration d'une pensée, et par aussi dans les interstices du sens, c'est-à-dire de la pensée, mais aussi de l'émotion. Si je dis que vous êtes à la fois un enfant de Bernard Pivot pour l'érudition, de Michel Drucker pour la bienveillance et de Mireille Dumas pour le côté accoucheur de confidence. Vous savez que je suis fan de Mireille Dumas et qu'un jour je l'ai croisée et je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit merci Mireille pour tout ce que vous avez fait à la télévision. C'est vrai qu'elle a inventé à la télévision et on peut le prendre avec de la distance ou de l'ironie, mais en réalité c'était très fort, cette intimité en fait, cette possibilité de l'intime sur ce média si étrange qu'est la télévision. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup compté dans mon approche. Une pionnière, vraiment. Michel Drucker, vous savez, c'est drôle. Je me souviens d'un journaliste, quand j'ai commencé, qui me disait « Vous n'avez pas peur de devenir le Michel Drucker de la littérature ?» Ce à quoi je lui ai répondu, c'est un très beau compliment. Parce qu'il faut ne rien connaître à la télévision et aux médias pour penser que Michel Drucker n'est pas bon dans ce qu'il fait. Et surtout, quand on a une carrière comme la sienne, il faut bien qu'il y ait une raison pour que les gens l'aiment autant. Et quand on se plonge justement dans la carrière et dans le questionnement et dans la façon de penser à la télévision de Michel Drucker, pour moi, c'était un très beau compliment. Effectivement, la bienveillance, pas très, très à la mode. Moi, j'ai toujours essayé de la défendre, de la porter. Et ça vient aussi d'une éducation, je pense, d'un certain nombre de privilèges, d'une éducation bourgeoise où ma mère me disait très souvent, tu sais, on peut dire les pires horreurs du monde aux gens avec un sourire. La leçon a été bien retenue. Et le chahuter vos invités, c'est pas votre tasse de thé. Non, mais je leur pose parfois des questions qu'ils n'aiment pas. Et quant à Bernard Pivot, c'est vrai que nous, on n'avait pas le droit de regarder la télé quand on était petit, sauf apostrophe et bouillon de culture. Donc du coup, ça forme quand même un rapport à la télévision pour le moins particulier. Donc on vous voit tous les mercredis soirs, très souvent en direct à 20h50 dans la Grande Librairie. Alors il y a des gens dans la salle qui sont allés au cinéma récemment, qui sont allés voir Nouveau Départ, la comédie de Philippe Lefebvre avec Karine Viard. Et ils ont eu la surprise de vous voir jouer votre propre rôle
puisque vous recevez dans la grande librairie au cinéma le personnage campé par Karine Viard. Est-ce que, on va mettre fin au suspense tout de suite, est-ce que ça y est, vous vous lancez dans le cinéma ? Non, mais ça fait vraiment rire la personne qui partage ma vie, qui en fait a décidé de faire exister sur ma page Wikipédia tous les moments où je suis passé au cinéma. Et en fait, à chaque fois, c'est dans mon propre rôle. Et c'était une façon en fait de faire de la publicité à mes émissions. Je vais pas vous mentir. À chaque fois qu'on m'appelait et qu'on me disait, est-ce que tu veux pas interviewer un artiste parce qu'on a un personnage qui est un artiste dans un film, je disais bah volontiers. Et comme ça, je faisais de la pub pour Boomerang. Et en l'occurrence, dans Nouveau Départ, je crois, si je me souviens bien, que c'est plutôt à la radio. Et c'est une sorte d'émanation de Boomerang. Et j'interviewe Karine Viard. Vous savez, il vous donne un texte et je ne suis pas comédien, hein, c'est un vrai métier. Et pour interviewer des artistes depuis 15 ans, je sais que c'est un vrai métier. Ça et vous aurait plu ? pas le talent. Ça vous aurait plu d'être comédien ? Non, mais c'est comme écrire, si vous voulez. J'en ai ni le talent, ni l'urgence, ni la vocation. Moi, je ne suis pas un artiste. Et d'ailleurs, je suis fier de ne pas l'être. Au CP, on apprend que lire et écrire, ce n'est pas la même chose. Saint-Germain-des-Prés n'a toujours pas compris. Hein. Aujourd'hui, les éditeurs vous appellent pour vous dire, et si tu écrivais un livre Non, en fait, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas un artiste. Je n'ai pas cette urgence et je n'ai pas non plus ce sens du sacrifice. C'est quand même le métier que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, moi, personnellement, hein. Acteur. Vous avez récupéré les clés de la grande librairie en 2022 après 14 ans de règne de François Bunel. Combien vous a-t-il fallu de temps pour vous installer dans le fauteuil et gérer un héritage patrimonial comme celui-là ? Alors, ce qui est certain, c'est que l'héritage patrimonial, c'était ce qu'il y avait de plus important. Moi, ça faisait 8 ans que j'étais tous les matins sur France Inter. Pour moi, le service public, sa vitalité, elle dépend du fait que ça doit tourner. C'est-à-dire que moi, je m'étonne toujours des grandes pétitions qui sont faites. « Ah, j'aimerais tellement, j'aurais dû rester sur le service public, c'est odieux de m'avoir renvoyé. » Non, le service public, c'est une mission, on oublie toujours de le dire. C'est une mission qui nous est confiée. On la remplit du mieux qu'on peut le temps qui nous est imparti. Et le jour où on en dit « Merci, c'est terminé », on répond « Merci, je me suis bien amusé ». C'est la moindre des choses, en fait. C'est pas une chaîne privée. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, puisque j'ai été sur Canal+, comme vous le disiez, sur Brut, qui sont des chaînes privées, où là, on n'a pas du tout le même lien. Donc, au bout d'un moment, moi, 8 ans, je trouvais qu'il fallait que ça tourne. J'ai décidé de partir de France Inter, on y reviendra si vous voulez. Et François Bunel m'a appelé pour me proposer la grande librairie, puisque lui avait décidé de partir faire du cinéma. Mais dans ce cas-là, on dit oui tout de suite. Vous avez dit que c'était un rêve de gosse de présenter la grande librairie. C'est-à-dire que c'était le seul rêve que j'avais, dans la mesure où à la télévision, il y avait que Bouillon de culture et Apostrophe. Donc, j'en avais pas d'autre. Pour moi, d'ailleurs, quand je suis arrivé sur Canal+, c'est pas que je savais pas que la chaîne existait, mais j'étais vraiment pas au fait. J'ai pas compris l'ambiance. Et donc, qu'est-ce que vous avez changé à la grande librairie pour que ce soit une émission qui vous ressemble ? Déjà, il faut comprendre que mon métier à moi, on a l'impression que c'est comme ça le mercredi soir en direct, mais c'est surtout de lire. C'est surtout de lire toute la semaine. Et depuis 15 ans que je fais ce métier, ça a toujours été de lire, de regarder des films, d'écouter de la musique, d'aller voir des spectacles et d'essayer de penser une interview propre aux médias dans lesquels je travaillais. Donc en fait, moi, si vous voulez, la plupart de mon travail, il se passe hors antenne. Ce que j'essaye de faire, c'est de penser l'image. Ce qu'il y a de plus beau avec la littérature à la télévision, et c'est pour ça que c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais aussi ce qu'il y a de plus intéressant à mon avis, c'est qu'en fait, on essaye de mettre des images sur ce qui essentiellement n'en a pas, à part sous forme de métaphores. Donc c'est absolument passionnant en fait, c'est-à-dire qu'on doit créer des images. Donc moi j'ai essayé par exemple cette saison d'apporter de l'archive dans la grande librairie pour essayer justement d'illustrer, de travailler un matériau d'image justement qui répond quelque part aux faits littéraires et à l'actualité littéraire. J'ai voulu aussi que cette émission soit une émission de création. Ce qui me manquait dans la grande librairie, c'est qu'il n'y avait pas d'écriture en fait. Donc ce que j'ai voulu, à l'instar de ce que je faisais dans Boomerang, c'était créer une sorte de carte blanche à la fin de mon émission où je demandais à un écrivain au moins d'écrire un texte inédit pour les téléspectatrices et les téléspectateurs de la grande librairie et de le dire droit dans les yeux. Ça aussi, c'est une façon de penser l'image parce que le droit dans les yeux, c'est-à-dire sur un prompteur, face caméra, soudain tu t'adresses aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, tu t'adresses au monde entier. Et moi, je pense que la parole de l'écrivain est extrêmement importante, encore aujourd'hui. C'est une parole qui tremble, qui trébuche, c'est une parole anarchique. Ce n'est pas une parole comme celle des journalistes, des experts ou des politiques qu'on peut lire en 3 tweets. C'est une parole qui dérange parce que parfois, elle est inconséquente. Et c'est une parole en ceci profondément humaine, je crois, une parole d'artiste. Et vous sortez parfois dérangé devant votre émission ?
Bah oui, ça m'arrive. Bah, je vais vous donner un exemple. On a eu, par exemple, ce droit dans les yeux de Maria Pourchet, romancière de la rentrée, qui a fait un droit dans les yeux sur la question de la nuance. Moi, je pense que quand on relit son texte, il y a des points qui sont un petit peu flous. Et je pense que son texte, je ne le valide pas totalement. Pourtant, c'est une parole que j'accepte, que j'entends, et c'est une parole que j'ai demandée. Et je trouve ça bien qu'elle soit exprimée, si vous voulez. Et ça, c'est un exemple. Dans son analyse de la nuance, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas forcément. Elle dit, en substance, toute ma vie, on m'a demandé de choisir. Et elle prend des exemples comme par exemple homo ou hétéro. Bon, bah moi, personnellement, et je peux en parler personnellement, je ne pense pas que l'homosexualité soit un choix. Et je ne pense pas typiquement qu'on nous demande de choisir entre homo ou hétéro. Sinon, ça serait trop facile et tout le monde choisirait l'hétérosexualité. Voilà. C'est un exemple, si vous voulez. Mais bien sûr, je me souviens d'avoir reçu la saison dernière, par exemple, l'écrivain russe Andrei Makin face à l'écrivain ukrainien Andrei Kourkov. Utile de vous dire qu'on ne peut pas être d'accord avec les deux, là, dans ce moment-là. Voilà. Quand vous avez récupéré les clés de la grande librairie et qu'on l'a annoncé dans Télérama, j'ai écrit « Augustin Trapenard rentre dans le rang ». C'est l'impression que j'ai eue, parce que je vous connaissais pour avoir inventé des formats très décalés. Je pense à 21 cm, à Plumard, cette émission sur Brut X, où vous partiez avec votre canapé aux quatre coins de la France avec votre invité. Vous avez toujours aimé recevoir un seul invité en plein air pour un entretien en profondeur. Et vous faisiez aussi des entretiens en profondeur le matin dans Boomerang sur France Inter. Et puis récupérer les clés de cette petite institution. Alors, est-ce que c'était juste? Est-ce que vous êtes rentré dans le rang? Ou est-ce que c'est oui, est-ce que c'est faux? J'en ai pas cette lecture-là, si vous voulez. Pour moi, j'ai toujours essayé d'inventer et de créer des émissions selon la chaîne et le médium qui me les demandait. C'est-à-dire que quand je fais une émission sur Brut, très vite, j'ai voulu imposer des façons de filmer auxquelles j'avais été habitué sur Canal+, quand j'avais des grands budgets, par exemple. Et ils m'ont dit, non, prends ton téléphone et mets-toi comme ça et regarde la caméra. C'était ce que Brut, si vous voulez, demandait. Donc j'ai essayé de jouer avec ça. C'était une liberté. Oui, c'est une liberté, mais pour moi, c'est toujours des contraintes qui deviennent des libertés, si vous voulez. Pour 21 cm, qui, je le rappelle, est la taille d'un livre, c'était différent. On avait des budgets complètement illimités sur Canal+. Ils avaient décidé de faire une émission de littérature mensuelle. Donc là, c'était génial, parce que, par exemple, ce que je faisais, c'est que j'appelais les auteurs et je leur disais, quel est votre rêve? Et j'avais appelé Riyad Satouf et il me disait, moi, c'est de faire de l'avion de chasse. Donc du coup, on avait fait une interview dans un avion de chasse. Bon, c'était un peu ce genre de truc. Ou alors j'avais appelé le prix Nobel Jean-Marie Gustave Leclésio en lui disant, où est-ce qu'on pourrait aller? Il m'avait dit, à Rodrigue ou à l'île Maurice. J'avais dit, ok, on va faire une chasse au trésor à l'île Maurice. Tout était possible. Donc ça, c'était merveilleux. C'était vraiment la grande réalisation. C'était dingue. On avait ces moyens-là. Là, sur le service public, c'est une émission patrimoniale, comme vous l'avez dit. Donc, c'est une émission qui impose du temps, qui impose une forme d'institution, de respectabilité aussi. C'est une émission qui s'adresse à un public aussi qui n'est pas forcément aussi jeune que celui de Brut, par exemple, qui n'est pas le même que celui de France Inter. C'est un public auquel, si vous voulez, je dois m'habituer, qui doit s'habituer à moi aussi. Et ça, ce sont des défis qui sont magnifiques. Et vous vous êtes senti bien accueilli par le public? Oui, parce que je pense que la littérature est encore une exception en France. C'est-à-dire que moi, souvent, on me dit, mais qu'est-ce que les gens te disent dans la rue? Mais en réalité, les gens dans la rue, quand ils m'arrêtent, ils me disent, quel livre est-ce que je dois lire, Augustin? Et ça, je trouve ça merveilleux. Inutile de vous dire que quand je suis avec mes amis étrangers, notamment américains, parce que j'ai vécu aux États-Unis, ils hallucinent de voir qu'on m'arrête dans la rue pour me demander quel livre il faut lire. Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce pays de tarés? Mais moi, je trouve ça merveilleux. De la même façon que la saison dernière, par exemple, on a fait une émission autour de Proust, qui est, moi, un écrivain très important pour moi, une sorte de boussole dans ma vie. Il y avait 500 000 téléspectateurs le soir pour regarder l'émission autour de Proust. C'est quand même merveilleux de vivre dans ce pays-là. C'est merveilleux. Et pour moi, surtout, c'est ça, la France. La France, c'est ça. C'est ce peuple aussi qui se plaît à aimer les livres. Et vous seriez étonné de la sociologie des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire qu'ils aiment lire et qu'ils regardent la grande librairie. C'est fou. Et sur les 466 livres de la rentrée littéraire, vous en avez lu combien alors? Alors, la rentrée littéraire, moi, je peux vous le dire, ça fait 15 ans que je fais ce métier. En fait, on commence à la recevoir fin avril, début mai. Donc déjà, on a énormément de temps pour lire. Et moi, je me mets toujours à lire très tôt parce que c'est intéressant de voir les livres qui restent dans notre tête.
Je pense, si je suis honnête avec vous, que j'ai dû en lire 120 ou 130, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas monumental. Mais on ne peut pas tout lire. Ce métier, c'est aussi l'école de la frustration. Et si on veut être honnête et bien lire un texte, eh ben, il faut aussi faire des choix. Alors les choix, comment je les fais? Mais comme tous les lecteurs. C'est-à-dire que, bon, sauf que moi, c'est mon métier. Donc j'ai l'occasion, si vous voulez, de voir autour de moi plus de livres. Mais en réalité, c'est aussi un nom d'auteur, c'est aussi un thème, c'est aussi une écriture. Donc je vais lire 30, 40, 50, 100 pages. J'en ai lu 120, mais j'ai dû en ouvrir 300. Et comment vous faites pour les choisir et les recevoir? Comment s'opère le tri et quels sont les critères pour rentrer dans cette grande librairie? Parce que c'est 4 ou 5 invités par semaine. Alors, moi, j'ai essayé tout de suite, et là, je l'ai vraiment renforcé cette saison, de penser une programmation qui soit une programmation pour tous, une programmation éclectique. C'était ce qui me guidait aussi lorsque je faisais Boomerang sur France Inter, de la surprise, mais surtout de l'éclectisme en termes de genre littéraire, je parle, en termes de sexe aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une émission en 2023 avec que des hommes ou avec que des femmes d'ailleurs. On essaye quand même d'avoir ce principe d'égalité. Mais vous partez avec le principe de parité quand vous faites votre plateau? J'essaye. Vous ne trouverez pas une seule émission de la Grande Librairie où il n'y a pas de femmes, par exemple. Ce qui a été le cas quand même pendant des années. Quand tu regardes les archives, parce que là je les vois, quelquefois c'est flippant. Hein. Il y a des semaines entières à la suite où il n'y a pas une seule femme, comme si elle n'existait pas. Ce qui est faux, parce qu'il y a toujours eu énormément de romancières et surtout énormément de lectrices, notamment en France. Donc c'est quand même quelque chose, sinon à rattraper, du moins à prendre en considération. Mais aussi des publics différents, des tonalités différentes. Moi, la programmation, ça m'a toujours passionné. Alors dans la Grande Librairie, vous aurez toujours, sinon une star, du moins un écrivain reconnaissable. On fait de la télévision, de l'image. C'est important quand même que quand on allume la télévision, bon, vous êtes tous des lecteurs et des lectrices, donc ça va, mais quand on allume sa télévision, c'est important quand même de reconnaître quelqu'un qui incarne quand même la littérature. Par exemple, demain, je reçois Amin Malouf. Mais j'aurai toujours aussi une nouvelle voix, toujours. C'est comme ça que dans la Grande Librairie, j'ai pu recevoir Éric Chacour, Alice Renard, Cécile Desprairies, Benoît Coquille bientôt. Voilà. Et il y aura toujours également des livres que j'aime bien, des livres qui m'ont marqué, des livres que je trouve importants. J'essaie toujours de rassembler les auteurs suivant un thème qui est aussi un enjeu d'écriture. Inutile de vous dire que c'est un casse-tête. Les écrivains sont beaucoup reçus, on les entend partout dans les médias, sur France Inter le matin, même à 9h20 dans la nouvelle interview de Léa Salamé sur France Culture, à C'est à vous le soir, à Quotidien de Yann Barthès, bon, pas vraiment chez Cyril Hanouna, mais est-ce que cette concurrence est contraignante pour vous? Est-ce que ce sont des concurrents pour la Grande Librairie? Alors pour moi, il n'y a pas de concurrent à la littérature. Déjà, c'est la première chose. C'est-à-dire que plus il y a d'écrivains, de romancières, de poètes dans le champ médiatique, mieux c'est. Par exemple, quand Laurent Ruquier avait choisi, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'avoir Christine Angot et Yann Moix comme chroniqueurs à l'époque. Moi, j'étais un des seuls vraiment à me réjouir et à me réjouir publiquement, parce que je pense que quoi qu'on pense de Christine Angot et Diane Moix, au moins ce sont des écrivains, des romanciers, et je pense encore une fois que les romanciers ont des choses à dire, et que leurs paroles, un peu anarchiques, un peu différentes de celles du politique, de l'expert ou du journaliste, a quelque chose en plus. Donc, si vous voulez, moi, je suis toujours content. Maintenant, la Grande Librairie, c'est autre chose. Pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de maisons d'édition qui envoient leurs auteurs dans la Grande Librairie en priorité, quand je leur demande, parce que c'est une émission littéraire, c'est une institution littéraire. Et quelquefois, c'est bien pour un auteur. Ça veut dire que la parole qui circule sur ce plateau n'est pas la même qu'ailleurs? Ah, je crois pas. Vous avez souvent regretté, vous disiez, on invite aujourd'hui un artiste à la télé comme une paillette, un artiste comme une paillette. Comment vous faites pour surprendre et pour faire surgir une parole avec du temps? Déjà le temps qu'on accorde. La Grande Librairie, c'est 1h30 en direct et je vous remercie d'avoir insisté là-dessus. C'est très important pour moi que ce soit du direct. C'est là où se joue le moment en réalité de télévision. Et déjà le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, quand des émissions que je ne citerai pas, parce que je suis toujours content de voir des écrivains, moi, donc ce serait hypocrite, mais reçoit un écrivain pendant 3 minutes 30 ou 4 minutes, il ne se dit rien. Et surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant, s'il se dit quelque chose, il ne se dit que l'énoncé, c'est-à-dire il ne se dit que l'histoire, que l'intrigue d'un roman. Il ne se dit pas ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire le discours de l'écrivain sur le monde, mais c'est aussi, si vous voulez, sa langue. Parce que la littérature, c'est un art, et c'est un art de la narration, certes, mais c'est aussi un art du langage. Ce que dit un livre intéressant pour moi, c'est voilà une nouvelle langue, voici une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de dire. C'est ça qui m'intéresse, si vous voulez, dans la littérature, moi.
Comment vous faites pour préparer vos questions? Comment vous faites pour faire surgir cette parole, pour trouver la bonne question? Je me souviens d'une émission où vous receviez Virginie Despentes pour Cher Connard. C'était votre émission d'ouverture il y a 1 an. Et vous lui avez dit « En quoi vous sentez-vous vivante quand vous écrivez ?» Et elle vous a répondu « C'est pas facile de répondre. » Et vous avez rétorqué « Mes questions ne sont pas faciles. On n'est pas au Club Med ici, on est à la Grande Librairie. » Ce qui était vraiment malhonnête et méchant vis-à-vis du Club Med, et je l'ai pris de bien vouloir m'excuser, même si c'est un endroit où je ne vais pas. Mais non. Racontez-nous concrètement comment Augustin Trapenard bon, prépare ses interviews. Déjà, il y a toute la. Bon, déjà, je lis les livres. C'est ce qui est le plus important. Et je pense que ça fait une grosse différence quand tu vois un journaliste brandir un livre et que le livre, il y a toujours le bandeau dessus. C'est suspect quand même. Si vous regardez bien, c'est 90% déjà des interviews d'écrivains. Donc bon, ça fait quand même une différence. Ensuite, j'aime l'idée de la surprise. Alors, quand je reçois un écrivain qui est déjà passé un petit peu partout, comme vous le dites, je vais essayer de le surprendre, justement. Je vais essayer de faire surgir quelque chose qui peut être saillant et qui peut lui faire dire autre chose. Je me souviens d'un jour, dans Boomerang, où j'avais plus de questions. À la radio, je recevais un très jeune chanteur, un très jeune musicien qui s'appelle Flavien Berger. Et pris de panique, je lui dis « Et vous, qu'est-ce que vous trouvez beau dans la vie ?» Je ne savais plus quoi lui dire. Et là, il m'a répondu, comme ça, du tac au tac, droit dans les yeux, « Le vent qui s'engouffre dans les rues à New York. » Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie d'avoir ce type de réponse. J'ai pas envie d'avoir... Je me suis tellement amusé pendant ce film. Je me suis bien entendu avec le réalisateur où, vous savez, l'écriture, c'est pas facile et un deuxième roman, c'est dur à écrire. C'est ça que je veux. Donc, je me suis dit, le pari de la question très ouverte, la question surprenante, la question, en fait, peut-être à laquelle on n'a pas forcément pensé quand on écoute, mais que tout le monde s'est déjà peut-être posé un jour, c'est magnifique parce que ça fait surgir la singularité de la parole de l'écrivain. Et comment elle vous vient, cette question ? Alors, je suis une personne bizarre déjà, donc il m'arrive de me poser sincèrement ces questions, et puis ensuite, je ne pose pas n'importe quelle question à n'importe qui. Par exemple, il y avait un compte sur Twitter qui s'appelait Question Trapenard, où il reprenait mes questions, toujours agréable. Les questions un peu perchées qui étaient devenues votre marque de fabrique sur France Inter. Voilà, et de se rendre compte, évidemment, des types de questions qu'on pose, comme par exemple, quelle est la beauté d'un légume ? Alors évidemment, cette question, je ne la pose pas à Christine Angot, quelle est la beauté d'un légume ? En l'occurrence, je l'avais posée à un chef. Et ça avait un sens dans la mesure où c'était un chef qui était spécialiste des légumes. Donc voilà, pour vous donner un exemple. Si vous voulez, la question, même la question la plus folle, elle a toujours quand même un lien avec le texte, avec l'imaginaire de l'auteur ou avec ce qu'il m'inspire aussi. Parce que c'est ça que je trouve beau, de rendre drôle aussi parfois un artiste un peu décalé, le surprendre et faire surgir aussi ce qu'il y a de plus beau en lui. C'est quand même mon métier. Moi, je veux dire, je pourrais recevoir n'importe qui à la Grande Librairie. Vous l'avez dit, il y a 450 romans. L'idée, c'est quand même de choisir des livres qui sont intéressants, d'essayer de les faire lire, de les partager. L'idée, c'est quand même de faire surgir ce qu'il y a de plus beau dans leurs paroles. Jean-Pierre Elkabbach disait le plus important, c'est la première question et c'est la deuxième question. Est-ce que vos interviews, c'est de la couture ? Est-ce que vous posez vos questions à votre équipe, à vos collaborateurs pour faire un ping-pong, pour voir si vous êtes bien dans le tempo ? Ou vous travaillez seul ? Non, et moi, je suis pas un grand... Vous savez, c'est des écoles aussi. On a parlé, d'ailleurs, paix à son âme et mes respects et mes amitiés à toute sa famille. Moi, je suis pas un enfant de Jean-Pierre Elkabbach. Vous en avez partout dans les médias aujourd'hui. Léa, par exemple, que je respecte beaucoup, Léa Salamé, est une vraie fille de Jean-Pierre Elkabbach. Bon, moi, je fais pas ce type de questions-là. Si mes questions sont perchées, ce sont pas des questions, frontales, agressives, parfois malhonnêtes et violentes. Je ne fais pas ça. Mais pour une raison très simple aussi, c'est que je ne reçois pas de politique, de journalistes ou d'experts. Je reçois des artistes et en particulier des écrivains. Et si vous voulez dire à un écrivain, vous le voyez le mur, il est de quelle couleur le mur dans lequel vous êtes en train de foncer, pourquoi tu l'invites dans ce cas-là, voyez ? Vous avez des précautions à prendre ? Est-ce qu'il y a des exigences de certains invités ? Est-ce qu'il y a des invités qui font pression, qui vous écrivent pour être invités à tout prix dans la Grande Librairie ? Ah ça oui. Et vous savez ce que je leur réponds ? Je leur réponds à chaque fois, les pauvres ils vont s'en rendre compte. La dernière personne qui m'a demandé ça, c'était Jacques Lang. Comme ça, ils se sentent trop mal. Et c'est vrai, Jacques Lang systématiquement m'envoie un message en me disant « C'est très étonnant, Augustin, que je n'ai pas été invité dans la Grande Librairie. » Mais vous remarquerez qu'il n'a pas souvent été invité, jamais dans la Grande Librairie, et même jamais, je crois, dans Boomerang. Mais non, c'est-à-dire, voilà le drame de Saint-Germain-des-Prés, de ce milieu de l'édition que moi, j'essaye toujours de fuir, depuis toujours. Vous n'allez pas dans les signatures, les dîners... C'est-à-dire qu'en plus, pour moi, ce serait un cauchemar parce que je travaillerais.
je vous remercie, mais à 21h le soir, j'ai d'autres choses à faire. Non, puis surtout, c'est terrible parce que c'est un petit milieu, effectivement, qui se nourrit de lui-même, qui se congratule perpétuellement et avec lequel il faut absolument prendre de la distance. Mais il ne faut pas le côtoyer pour décrocher des exclusives, par exemple? Non, mais les exclusivités, on est au courant. On est au courant d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai une programmatrice formidable qui s'appelle Dorothée Frise, dont le métier est de déjeuner avec des attachés de presse. Mais moi, je ne les vois pas. Et je ne vois pas d'éditeurs non plus. Sinon, c'est la catastrophe. Les attachés de presse, elles veulent toujours vous vendre un livre, et c'est normal, c'est leur métier. Et les éditeurs, ils veulent vous vendre tous leurs livres. Donc, alors, du coup, Et est-ce que vous voyez vos invités avant l'émission? Oui, je vais voir mes invités avant l'émission pour les rassurer. Parce que j'ai quand même conscience que le direct et la télévision, c'est quand même deux obstacles monumentaux à la délivrance de la parole. Alors moi, mon métier, c'est quand même de faire en sorte que cette parole, qui encore une fois est une parole complexe pour les artistes, se délivre, se délie. Et pour éviter, si vous voulez, une crise d'apoplexie ou un AVC de la part de mon invité devant une question où il ne pourrait pas répondre, j'essaye de les mettre en confiance. Moi, mon métier, c'est de ne pas stresser et d'essayer de délier cette parole, de la passer. Ça doit être un sacerdoce pour vous de ne pas stresser, non? Certes. Je disais tout à l'heure, vous avez expérimenté donc, la radio, la télé, la presse écrite, les réseaux sociaux. Quel est le média le plus pertinent aujourd'hui pour parler littérature? Mais non, mais déjà, j'aime pas trop hiérarchiser. C'est-à-dire qu'il y a des publics différents et des publics qui sont beaucoup plus sensibles à certains médias. Il y a une sociologie qu'on pourrait étudier d'ailleurs, politique également. Ça serait intéressant d'étudier. Moi, ce qui m'amuse, si vous voulez, dans la mesure où mon métier c'est de lire, c'est d'inventer des émissions pour différents médias et différents publics. Et donc, du coup, de réfléchir, par exemple, à la radio sur le son. Comment mettre en son la littérature. Parce que pour la musique, c'est facile, mais pour la littérature, ça se pense aussi. Et ça, c'est merveilleux. À la télévision, comment mettre en image. Sur les réseaux sociaux, comment offrir à un plus grand nombre de façon la plus authentique possible. Vous voyez, ça me passionne. Et si on inventait d'autres types de médias, j'irais volontiers les tester. Et le dimanche soir, on vous retrouve à 18h sur Instagram dans vos lives que j'ai regardé dimanche soir. Il y a du monde. Et vous voyez aussi que les ados aujourd'hui découvrent aussi les livres par TikTok. Le succès des book clubs sur TikTok. Bien sûr, mais je vais même aller plus loin. Il faut se poser la question de l'avenir de nos médias. Parce que nous, on regarde la télévision, on écoute la radio, mais si vous regardez autour de vous, les gens qui ont moins de 40 ans, ils ne l'ont même plus, la télévision. Donc moi, quand on me dit, Augustin, tu devrais être plus cool, tu devrais te mettre en t-shirt, montrer tes tatouages à la grande librairie, vous savez à qui je m'adresse, hein. Je m'adresse à des gens qui ont plus de 60 ans. Et c'est très bien. Mais simplement, si vous voulez, ce n'est pas le même public. Et je ne peux même pas le rajeunir, ce public, puisqu'ils n'ont pas la télévision, ceux d'en dessous. Et quand on me dit, mais sur les réseaux, quand même, il y a des extraits, mais les extraits ne sont pas pris en compte dans notre audience linéaire. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien. Moi, j'essaye de créer des moments de télévision, certes, qu'on met sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux de la grande librairie sont très puissants. Mais simplement, c'est pour un autre public. L'audience linéaire, comme on l'appelle à la télévision, ça s'adresse à un public âgé, un public confirmé, et un public qui aime bien, on a des tests quand même qui nous le montrent, le côté institutionnel, le côté patrimonial de la grande librairie. C'est un refuge dans l'époque des réseaux sociaux, de l'hypercommunication, des écrans. Et c'est aussi, François, notre tradition, notre patrimoine. Cette grande émission d'accueil avec des gens autour, avec des invités, qui prend son temps, qui parle de littérature, ça fait partie de notre patrimoine culturel. C'est un défi pour moi et une chance et vraiment un honneur d'essayer de la faire perdurer. On parlait de la radio. Est-ce qu'elle vous manque ? Toujours. Je suis né avec la radio. Est-ce que ne plus animer Boomerang le matin, ça vous manque ? Non, merci. Il ne vous manque pas une adrénaline le matin ? Encore une fois, 8 ans, c'est extraordinaire. C'est même presque un peu trop long. C'est beau quand ça tourne. Moi, je me réjouis d'écouter Mathilde Serrel le matin, par exemple, à 9h10, à 9h50. Vous voyez comme j'ai fait des choix aussi quand même dans ce que je vous dis. Je me réjouis vraiment parce que c'est une autre voix, c'est nouveau, et c'est bien, je trouve. Non. Et puis, vous savez, le danger de rester trop longtemps, c'est qu'on finit par faire la même chose. Et on finit par se répéter. Vous avez eu ce sentiment de tourner en rond un peu ? C'est quand tu interviews 4 fois Catherine Deneuve, au bout de la 5e fois, tu lui as quand même posé, si tu as bien fait ton métier, la plupart des questions que tu avais envie de lui poser. Parce que je rappelle que Boomerang, moi, je posais 1 ou 2 questions de promo. Le reste, c'était vraiment un portrait. Donc au bout du 5e portrait, même elle me disait, je vous ai déjà répondu la dernière fois, Augustin. Vous n'auriez pas aimé candidater au Masque et la Plume de Jérôme Garcin ? Pas du tout. Autant je l'écoute. C'est trop critique ?
C'est pas ça, mais c'est autant je l'écoute, mais pour moi, alors vous allez me dire que je suis réac, un télo, taré, tout ce que vous voulez, mais pour moi, l'art, puisqu'il s'agit de ça, c'est pas du grand spectacle en fait, c'est pas du show en fait. Pour interviewer des artistes depuis 15 ans, je me rends compte, je vous le disais tout à l'heure, qu'un artiste quelquefois, la production de son travail, c'est une urgence et ça veut dire quelque chose. Si vous voulez, c'est pas de l'entertainment pour moi la littérature, typiquement, si on prend cet exemple-là dans Le Masque et la Plume. Et alors, j'aime bien l'écouter, je l'écoute en plus. J'aime bien l'écouter parce que je rigole. Mais si vous voulez, pour moi, j'apprends plus de choses sur Olivia de Lamberterie, Jérôme Garcin et toute la clique que sur les livres, en fait. C'est-à-dire que j'adore les entendre. C'est un peu comme quand j'écoute Charline et Guillaume, j'adore les écouter. Mais vous voyez, on ne les écoute pas pour leurs invités, on les écoute pour eux. Bah, c'est pareil. Moi, vous l'avez compris, mon travail, il est de passer non pas la bonne parole littéraire, mais au moins de passer des interrogations qui sont liées à la littérature. Et vous vous sentez en mission? C'est une question que je posais au départ. Vous dites souvent que cette émission, c'est un espace de résistance dans l'époque. Non, mais ça, je le dis comme un principe de réalité. C'est-à-dire que c'est effectivement, quand on regarde les émissions tout autour, c'est effectivement une émission de résistance, ne serait-ce que par le temps qu'elle consacre à ses entretiens, ne serait-ce qu'avec sa programmation. Je vous rappelle quand même que La Grande Librairie est la seule émission au monde en prime time, en direct, sur un service public. Vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Ben voilà, ça c'est une fierté et ça c'est de la résistance qui nous vient de France 5 et de France Télévisions et qu'il faut saluer. Et je salue François Bunel de s'être battu pendant 14 ans avant que je débarque pour que ça perdure, parce que croyez-moi, c'est pas facile. Si demain ils mettent un jeu ou un documentaire, ça fait le double d'audience. Hein. Si vous voulez, la littérature et ce type d'émission, si on ne les défend pas, elles disparaissent. Elles disparaissent. Ça vous vient d'où, cet amour du livre? Je sais que votre grand-mère Michel était bibliothécaire dans une école. Pleurer, là, si je vous dis son prénom. Et, vous avez une maman prof et votre grand-père vous a fait apprendre, quand vous aviez 6 ans, les fables de Jean de La Fontaine, en particulier l'épitaphe d'un paresseux. Vous étiez paresseux? Non, mais il voulait briller devant ses amis parce qu'il trouvait ça très chic d'avoir un petit-fils qui connaissait par cœur l'épitaphe de Jean de La Fontaine. Ce qui dit aussi beaucoup de ce que c'est que la littérature. La littérature, et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est aussi un capital symbolique. C'est-à-dire que pour mes grands-parents, qui de ce côté-là étaient plutôt lecteurs, c'était une façon de briller en société. C'est une des raisons pour laquelle la littérature fait si peur, d'ailleurs. On se dit toujours que c'est un monde élitiste, un monde qu'on ne peut pas approcher. Moi, tout mon travail avec Bibliothèques sans frontières, par exemple, dont je suis le parrain, c'est de désacraliser les mots culture et littérature pour montrer qu'ils peuvent s'adresser à tous. Alors vous me direz, c'est un combat de longue haleine, c'est un travail, mais on y parvient petit à petit. Je pense que pour lui, c'était une façon, c'est ça, de briller. Mais moi, en tout cas, ça m'a positionné dans la famille comme celui qui était le petit lecteur, quoi. L'intello de service? En tout cas, le lecteur, l'amoureux des livres. Et je pense que ça a compté effectivement dans mon itinéraire, dans mon parcours. Votre grand-père, il avait des très grandes bibliothèques chez lui? Ouais. C'est ce que vous avez chez vous, non? Bien sûr, ouais. J'ai vu des photos sur votre compte Instagram. Nous, on pense dans notre famille, mais moi je le pense aussi, je sais pas ce que vous en pensez, qu'il n'y a rien de plus beau que les livres. Vous dites souvent que c'est une expérience sensuelle, oui. Un livre. Oui. C'est quoi votre rapport au livre? Je le touche, j'écris dedans, il respire ma sueur et même plus. C'est-à-dire que vous le cornez, vous oui, écrivez, vous passez du stabilo? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un cauchemar pour les gens qui me prennent mes livres, mais c'est aussi très, très étrange pour moi quand je retombe sur un livre que j'ai lu 10 ans auparavant, parce que je retrouve le lecteur que je fus. Et il y a quelquefois des remarques dans les marges qui sont pour le moins insolites, où on voit, par exemple, Et puis, j'ai développé aussi un truc, ça je vous le confie, qui est que, en fait, c'est aussi comme un petit journal intime. C'est-à-dire que je me rends compte que quand j'ai une peine de cœur ou un drame dans ma famille ou un drame d'amitié ou des problèmes dans le boulot, j'écris aussi des petites phrases, des petits paragraphes. Et donc, c'est très étrange de retomber dessus. Parce que c'est vraiment... Karine m'a dit que j'avais un gros nez, des trucs comme ça. C'est très étrange. Est-ce que ça vous arrive, rassurez-moi, d'avoir un super bouquin, d'être dans votre lit ou dans votre baignoire, qui est à côté de vous et vous êtes sur votre smartphone? C'est-à-dire que ça fait partie de mon métier. Ça fait partie de mon métier d'être sur mon smartphone aussi. Parce que ce qu'on n'a pas dit quand on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est que quand on est journaliste aujourd'hui, on doit aussi se nourrir des questionnements qui apparaissent et qui surgissent sur ces réseaux sociaux, qui sont, je le rappelle, pour toute une jeunesse et pour toute une génération, la vie. C'est leur vie, en réalité. Toute la journée, ils sont sur ces réseaux. Si on décide d'abandonner ces réseaux sociaux, de résister totalement à cela, c'est d'ailleurs l'enjeu de mon émission demain soir,
Mais vous faites une émission sur les menaces qui pèsent sur le livre. Mais si on fait ça, si on décide de résister et de dire non, ça ne doit pas exister, il ne doit pas y avoir de réseaux sociaux, il ne doit pas y avoir de téléphone, dans ce cas-là, on se bouche les oreilles. Oui, mais l'écran est devenu un sérieux concurrent du livre. Très certainement. Quand je dis on est dans son lit avec un beau bouquin qu'on vient d'acheter et on est sur son smartphone sur Twitter, il y a un appel de l'écran, il y a une addiction à l'écran. Est-ce que c'est un concurrent frontal pour le livre ? C'est un concurrent frontal, mais il s'agit justement de trouver des moyens de travailler avec. C'est ce que j'essaye de m'efforcer de faire. C'est ce que je m'efforce de faire. Parce que sinon, ça serait se boucher les oreilles et se bander les yeux. De penser qu'on va réussir par la simple volonté de l'esprit à faire semblant que ces écrans ne sont pas là. Ils sont là. C'est la vie de la plupart de nos jeunes et on doit composer avec. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça la question qu'il faut poser, je crois. Vous allez avoir 15 ans de carrière bientôt, 15-20 ans de carrière dans ce métier. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? En tout cas, il ne m'a pas appris à me calmer, vous avez pu le voir. Vous êtes moins stressé quand même ? Bah non, je suis tout le temps stressé, moi. Et c'est le problème, d'ailleurs. Ça saoule tout le monde. Qu'est-ce qu'il m'a appris ? Il m'a appris à me poser les questions toujours, en fait. Il m'a appris l'exercice de la question perpétuelle. Et puis, il m'apprend aussi, parce que je suis bien obligé, et c'est ce qui est merveilleux dans mon métier, mais c'est aussi une passion, à lire et à sans cesse m'ouvrir à de nouvelles choses, à sans cesse m'ouvrir à de nouveaux mondes, d'autres temps, d'autres lieux, d'autres personnalités, d'autres caractères, en fait. C'est ça l'expérience de la littérature pour moi. Il m'a appris à ne jamais m'ennuyer, même si s'ennuyer parfois, ça peut être beau. Mais moi, en tout cas, si vous voulez, souvent je dis à mes amis, mais moi, j'ai hâte d'être à la retraite parce que j'aurai mes livres. Donc, en fait, je m'emmerderai jamais parce que j'aurai mes livres. Et c'est vrai, en fait. Moi, j'ai cette chance-là, je m'embête peu. Et comment vous vous sentez dans l'époque médiatique aujourd'hui ? Bon, c'est très violent. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, c'est très violent. Vous parliez des réseaux sociaux, tout. Votre image, ça compte beaucoup. C'est terrible. Je veux dire, moi, je défie quiconque de se prendre dans la figure de la part de Pamplemousse 44 et Cassette 78, des horreurs, en fait. Des horreurs qui se concentrent toujours, d'ailleurs, sur les marches qu'on représente. C'est terrible. Comment on s'en protège ? Comment vous faites, vous ? J'ai quelqu'un qui m'accompagne dans la vie, que ça met très en colère. Donc qui m'arrache mon téléphone des mains et qui le jette pour qu'on fasse autre chose. C'est votre gardien ? Non, c'est mon amoureux. mais donc ça, il fait quand même attention. Mais c'est vrai que c'est complètement addictif et masochiste et ultra violent. Moi, je défie quiconque de se prendre 150 messages ultra violents et de faire semblant que ça ne l'affecte pas. C'est épouvantable de savoir qu'on parle de soi avec des mots tels que cela. Et de parfois ne même pas avoir envie de répondre, parce que répondre, ça serait alimenter. C'est terrible. Il ne faut pas nourrir la bête, et en même temps, parfois, il faut riposter ou pas se laisser il faut insulter, pas nourrir la bête, diffamer. Bon, moi déjà, je réponds jamais publiquement, parce que je trouve que c'est alimenter, mais quelquefois, quand je suis très très blessé, j'envoie un message pour dire, voilà, vous m'avez blessé. Et parce que je pense que c'est important de le dire, pour que les gens le sachent. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils répondent, je suis désolé, je retire ce que j'ai écrit. Ce qui me réconcilie avec l'espèce humaine. Il y a un livre dont j'ai l'impression que personne... Attends, après, moi je précise, moi ça va. C'est-à-dire que Sophia Aram est là, dans ses locaux. Je veux dire, pour Sophia, c'est épouvantable. Elle a subi des menaces de mort sur les réseaux sociaux. C'est épouvantable. Donc moi ça va. Mais je répondais à l'époque médiatique. Vous disiez ? Je disais, il y a un livre que... peut-être personne n'a vu arriver en cette rentrée, qui est un grand succès de librairie. C'est le livre de Panayotis Pasco, qui est humoriste, qui est acteur, qui a été révélé au Petit Journal. Ça s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière ». Est-ce que vous l'avez vu arriver, ce succès ? Alors non seulement je l'ai vu arriver, mais je me souviens de Panayotis, avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps sur Canal+. Je me souviens qu'il m'a appelé pour me dire « J'ai fini ce manuscrit. Est-ce que tu sais un éditeur à qui je pourrais l'envoyer ?» Et je lui ai dit non, parce que c'est pas mon métier, en fait. Je suis vraiment pas éditeur. En revanche, je lui ai dit, je serais curieux que tu me l'envoies. Et quand je l'ai lu, j'ai été très touché. D'ailleurs, il viendra à la grande librairie Panayotis. Bientôt, on va faire une émission sur l'idée de faire famille, avec le très beau livre de Sophie Galabru, qui s'appelle justement Faire famille et qui réfléchit à toutes les possibilités de lien aujourd'hui. Et il viendra, il sera invité dans l'émission bientôt, Panayotis. C'est un livre très touchant, un livre sur la dépression, mais aussi un livre incroyable sur le lien qu'on peut avoir avec un père. Moi, ça me touche beaucoup, pour des raisons personnelles.
C'est ça la recette du succès de ce livre, c'est qu'il parle à la jeunesse des questions de sexualité, des questions de santé mentale. Alors, déjà, moi, je pense que le succès d'un livre, ça dépend des lecteurs. C'est-à-dire que si il y a un bouche à oreille qui se produit, il y a que comme, si vous voulez, c'est très rare qu'un très mauvais livre passe inaperçu. C'est ce que je réponds parfois aux écrivains qui m'écrivent en me disant c'est un scandale, j'ai jamais été publié, toujours les mêmes. Je leur réponds, un éditeur n'a aucun intérêt à se passer d'un bon livre. Ça lui coûte rien, c'est un premier roman, il vous donne 2 000 € pour lui, c'est rien, et il peut s'enrichir. Donc mettez-vous en question, remettez-vous en question vraiment, parce que je pense que c'est juste que votre livre ne convient pas à cette maison d'édition ou peut-être n'est-il pas bon même. Il faut aussi se poser cette question-là. Non, je pense que le livre de Panayotis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Peut-être effectivement le bandeau où on voit son visage, peut-être que ça a appelé des fans en librairie, que ça a appelé un public qui s'est dit « Ah, ça me dit quelque chose, je vais le lire ». Mais je pense que c'est surtout la qualité du texte, il faut lui reconnaître. Un texte qui parle de quelque chose qui est souvent tue, la dépression. Et quand je parle de dépression, je parle de maladie, là. Et puis un texte assez universel dans ses relations familiales. Les internautes nous ont envoyé des questions pour vous et la question qui est le plus revenue, c'est le conseil lecture que vous donneriez. Allez, pour vous, parce que je vous aime. Alors, je vous ai posé la question bon. et vous en avez... plus, ça a un lien. Parce que j'ai toujours un livre Allez-y. avec moi. Et alors, je vous disais que Proust, c'est ma boussole, donc j'ai pris Le Temps retrouvé avec moi. Et ça a un lien, puisque le livre que je choisis, c'est un livre de Laure Murat, qui est une universitaire qui travaille aux États-Unis, qui est enseignante, et qui a beaucoup écrit sur le genre, mais pas seulement, sur le droit également. Et qui a écrit un livre magnifique à cette rentrée que vous avez peut-être déjà lu, qui s'appelle Proust, roman familial, et qui est un livre où elle revient en réalité sur sa famille. Laure Murat est également princesse, elle l'a beaucoup caché, princesse de Luynes et princesse Murat de l'autre côté. Et en fait, elle raconte que quand elle était petite, quand elle a découvert véritablement Proust, elle s'est rendue compte que dans les pages de la recherche du temps perdu, il y avait sa famille, en fait, dans la mesure où ils étaient cités par Proust, et que sa famille même fréquentait Proust. Et en fait, elle raconte comment Proust a pu l'aider, justement, à accepter quelque chose de très difficile. C'était de comprendre à quel point ce milieu de l'aristocratie était non seulement toxique, mais aussi... composé de formes vides, composé de vacuité. Et c'est exactement ce que montre Proust tout au long de la recherche du temps perdu. Elle montre comment Proust l'a aidé à comprendre comment ce milieu l'a rejeté, en particulier sa mère, lorsqu'elle a avoué, Laure Murat, lorsqu'elle a dit qu'elle était lesbienne, à l'âge de 20 ans, le seul et unique, le dernier déjeuner qu'elle a eu avec sa mère, et sa mère lui a répondu « Tu n'es qu'une pauvre fille ». Tu n'es qu'une fille perdue. Et elle raconte comment justement Proust a pu l'aider. C'est un livre d'une drôlerie. C'est-à-dire que Proust, en fait, pour les gens qui l'aiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment l'écrivain le plus drôle du monde. Et vraiment, ce livre de Laure Murat est drôle, alors qu'il parle de choses absolument déchirantes. L'extraction à un milieu social, quand même, c'est terrible. Je veux dire, la façon dont on peut être rejeté, moi, ça m'a beaucoup parlé par un milieu, c'est terrible. Et elle arrive à nous faire rire avec des analyses toutes plus brillantes les unes que les autres de Marcel Proust. Et donc, du coup, je vous ai emmené Le Temps retrouvé, et je vais vous lire un extrait du Temps retrouvé, mais très court, hein, qui fait une phrase. On vous écoute, Augustin. Attends, est-ce qu'il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois plus rien. C'est le privilège de l'âge. Je n'ai pas encore mise à la grande librairie, mais ça ne va pas tarder, faites-moi confiance. Alors je vous dis pourquoi. On est dans Le Temps retrouvé. On est dans Le Temps retrouvé, et le personnage le plus important du Temps retrouvé, donc le dernier tome de la recherche du temps perdu, c'est évidemment Madame Verdurin. Madame Verdurin, qui est cette bourgeoise qu'on a retrouvée, qui s'est enrichie, qui a eu trouvé une sorte de respectabilité, mais qui est toujours aussi atroce. Et il se trouve qu'elle est en train de lire le journal. Vous allez comprendre pourquoi j'ai lu cet extrait très court. Elle est en train de lire le journal et elle mange des croissants. Et les croissants dégoulinent. Et dans le journal, il y a quelque chose dont elle se désespère, c'est le naufrage d'un paquebot. Et Proust, je trouve, de façon absolument magnifique, montre l'hypocrisie et l'obscénité du commentaire, parfois, du commentaire sur l'actualité, alors qu'on ferait tous et toutes, parfois, mieux de se taire. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal pour qu'il puisse se tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur ! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies !» Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant, la bouche pleine, ses réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure
amené là, probablement, putain, ça m'émeut à chaque fois, pardon, par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction. Alors, donc c'est très cruel, évidemment. Alors moi, je pleure tout le temps quand je lis et quand je regarde des films. Donc je vous demande pardon. Ce qui explique d'ailleurs parfois que je craque complètement dans la grande librairie. L'autre jour, en direct, je me suis mis à pleurer devant Natacha Apana, qui ne comprenait pas. J'étais en train de lire un extrait sur sa grand-mère. Je me suis mis à pleurer. C'était pathétique, mais c'est moi. Ça fait partie de ce que je suis. Merci Augustin Trapenard. Bravo. Je vous propose une ultime consolation de nos amis du public à qui je donne la parole. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On a à peu près tenu le timing pour vous poser les questions qui sont les leurs. Donc, bienvenue à vous. Il y a un micro qui circule. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vais vous parler un peu des livres, mais aussi des lieux où il y a les livres, c'est-à-dire des bibliothèques. Et de mon expérience, parce que je suis bénévole, je voulais parler de la transmission, parce que je suis bénévole dans une bibliothèque de petit village depuis 15 ans. Et depuis 10 ans, j'ouvre la bibliothèque aux enfants, c'est-à-dire aux enfants au maternel et au primaire. Et je résume un peu, mais toute expérience est très intéressante, très enrichissante, parce que à un moment donné, vous pouvez parler à un enfant de la comtesse de Ségur et vous allez vous dire je vais prendre un bide, et puis non, ils prennent ce livre et ils vous disent j'ai beaucoup aimé. Je veux dire, vous avez les petits je suis avec une classe de maternelle, mais où il y a trois niveaux. Donc vous prenez des livres pour les 3, les 4, les 5 ans. Vous voyez la différence les enfants de 5-6 ans qui vont passer au CP sont plus mûrs. Vous voyez tout ce qui les enchante. Vous pouvez travailler sur les saisons, le Noël qui va arriver, tout ça, c'est très intéressant. Et par rapport aux primaires, excusez-moi, je suis longue, mais vous voyez les CP qui arrivent, qui veulent lire, qui veulent découvrir ce que les grands ont ça. Et puis vous voyez aussi, un petit peu les CM1, CM2, sur lesquels on offre des livres, mais l'instituteur aussi demande à lire des livres pour les préparer à passer au collège, où il y a la demande de faire une fiche de lecture, mais quelque chose d'encore plus pertinent, de demander à l'enfant, mais essaye de créer un entretien avec les autres enfants. Augustin Trapenard va vous répondre, madame. Oui. Et Bien pourquoi sûr, tu as aimé ce livre? Bien sûr, je vous réponds. Et d'ailleurs, je vous remercie d'abord pour ce témoignage et surtout pour ce travail. Je le disais, François le disait, ma grand-mère était bibliothécaire, donc ça me touche beaucoup. Et je suis le parrain depuis 6 ans d'une association qui s'appelle Bibliothèques sans frontières et qui travaille justement avec les bibliothèques pour lutter contre des situations d'illettrisme notamment, mais en France et dans le monde entier, pour lutter pour aider justement, pour apporter l'information, l'éducation et la culture auprès des plus vulnérables et dans des situations d'urgence. Je suis très sensible à ce que vous dites. C'est vrai que La Grande Librairie est une émission qui ne s'adresse pas aux enfants. Alors on a sur le service public, vous le savez, des émissions qui sont justement destinées à un public jeunesse et qui font la part belle aux livres. Ça fait partie de leur mission de service public. Moi, de mon côté, j'essaye chaque année d'inviter 1, 2 ou 3 auteurs jeunesse parce que je pense qu'ils vont être intéressants pour les parents et les grands-parents qui vont possiblement offrir ces livres aux enfants. Sur ce que vous dites et ce que j'entends et qui me passionne, c'est le dialogue. Vous savez, demain, je reçois un invité qui s'appelle Michel Desmurget, chercheur en neurosciences, qui a écrit un livre qui s'appelle « Faites-les lire », en parlant des enfants pour se battre justement contre la prolifération des écrans. Or moi je pense, et je lui dirais, que cette injonction, faites-les lire pour répondre et pour aller dans votre sens, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas lire quelqu'un. On essaye de faire surgir justement par le dialogue, par la joie, c'est-à-dire que la transmission pour moi elle se joue comme ça, si vous voulez, par capillarité, par enthousiasme, par joie. Et c'est ce que j'essaye humblement de faire dans la Grande Librairie, en essayant de faire dialoguer mes invités, vous voyez, pour qu'ils puissent eux-mêmes dire, s'enthousiasmer ou non d'ailleurs, pour un livre, le livre de
l'un de leurs collègues. C'est à mon avis dans ces échanges, dans ce dialogue, que se joue la prescription. Et c'est ce que j'entends de votre question et je vous en remercie. Merci Augustin Trapenard. On va prendre une deuxième question. Merci, bonjour. Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il vous est déjà arrivé d'inviter un écrivain qui a écrit un livre que vous n'avez pas aimé et sur lequel vous avez changé d'avis en discutant avec lui ou avec elle. Alors, déjà, je reçois 5 écrivains par semaine. Donc, si vous voulez, si je devais m'arrêter à la question j'aime, j'aime pas, je pense que j'arrête l'émission là tout de suite. Parce qu'au bout de 2 semaines, j'ai reçu la plupart des écrivains quand même que j'aimais. Non, j'ai toujours essayé de sortir, si vous voulez, de ce questionnement-là. Je suis un ancien universitaire, vous savez, j'enseignais la littérature. Et donc, pour moi, en fait, l'enjeu de j'aime, j'aime pas, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de questionner le texte et de faire surgir dans le texte des questions qui moi me semblent intéressantes et qui peuvent intéresser le public. Et puis, il y a une autre dimension, c'est que je me méfie aussi beaucoup de mon propre jugement de goût. Pour une raison très simple, c'est que moi, je suis Augustin Trapenard, j'ai grandi dans une famille bourgeoise, j'ai été à l'école, au lycée, je suis normalien, agrégé, j'ai fait une thèse, je suis parti aux États-Unis. Si vous voulez, je suis pas le même lecteur que vous, par exemple. Donc, moi, ma mission de service public, c'est aussi de faire surgir toutes sortes de lecteurs qui pourraient se retrouver dans cette émission. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième, c'est que j'essaye pas d'être convaincu par un invité. J'essaye pas de changer mon point de vue sur un livre. J'essaye au contraire de le mettre en retrait, mon point de vue, et de faire surgir des choses intéressantes. Pour reprendre votre question, il m'est arrivé très souvent de trouver un écrivain beaucoup plus intéressant que son œuvre. Ça, c'est certain. Voilà. Merci. On continue. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Merci. Je vais répondre vite. Bonjour. Bonjour. Vous expliquez que Boomerang était plutôt une interview de portrait. Je voulais savoir quel est votre rapport, et vous êtes aussi un amoureux de Mireille Dumas, donc quel est votre rapport à l'interview portrait? Et deuxième question, vous êtes-vous déjà retrouvé réveillé par une question à poser le lendemain? Par une question à poser par qui? À poser le lendemain matin dans Boomerang, par exemple. Ouais, ça m'est arrivé. Une question, souvent des questions un peu drôles, ouais, effectivement. Ouais. Ou quelquefois, c'est vrai que vous me demandiez ça, François, quelquefois, je ne sais pas que je les teste, mais par exemple, j'ai toujours rêvé de recevoir Céline Dion, que j'ai jamais reçue. Et je faisais rire mes amis en disant, la première question que je poserais à Céline Dion, c'est est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de tous vos frères et sœurs dans l'ordre? Parce qu'il y en a 12, ça me faisait rire. Et je pense que si je l'avais reçu dans Boomerang, je lui aurais vraiment posé la question, parce que c'était devenu une telle blague pour moi. Et je me disais toujours que la deuxième question, ce serait Céline, est-ce que vous pouvez me faire la note? Et par la note, j'entends dans All By Myself, quand elle crie très très fort, Anymore. Vous voyez celle-là. Voilà, donc, et malheureusement, je lui ai écrit 3 lettres, mais elle n'a jamais voulu venir dans Boomerang, hélas. Donc oui, ça m'arrive. Et la première question, quel rapport est-ce que j'ai avec le portrait? Je déteste ça. Et je pense que si on fait ce métier, c'est vraiment pour... si moi je fais ce métier, c'est vraiment pour poser des questions plutôt que de m'en entendre poser et de devoir répondre. François, ça va, parce que là aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais ça m'agresse en fait terriblement. Et très souvent, j'ai envie de répondre ce que je détesterais qu'un invité me réponde, mais ça ne te regarde pas. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir en face parce que ça fait longtemps que vous êtes ou dans les oreilles le matin avec Boomerang et le mercredi soir maintenant je rejoins le club des plus de 60 ans. Voilà, attendez, il y a moi aussi. C'est vraiment un grand plaisir. Et je me permets une question un petit peu personnelle, voire très intéressée, puisque je passe du métier de psychologue à celui de libraire. Et c'est tout nouveau. Je sais que c'est un peu un grand saut dans un métier qui est aussi complexe et fragile. Je crois que les deux ont ça en commun. Et je me permets de vous demander si vous aviez des conseils précieux ou ne serait-ce que des encouragements, tout ce que vous avez. Je suis preneuse. Merci beaucoup. J'ai tout ça, évidemment. D'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais même qu'on vous applaudisse parce que créer. C'est adorable, merci.
Souhaitez-moi bon courage. Et parce que pour moi, la librairie indépendante, c'est le cœur de la grande librairie. C'est pour ça que François Bunel l'a appelé ainsi. C'est parce que fonder une librairie, c'est se poser une question qu'on devrait tous se poser. C'est quel centre-ville est-ce qu'on veut demain ? Est-ce qu'on veut plus de boulanger? Est-ce qu'on veut plus de boucher? Est-ce qu'on veut plus de fromager? Non, de la même façon, on veut encore des libraires indépendants. Parce que je pense qu'avec ce métier-là, vous résistez, vous créez du lien, j'en suis certain. Parce que je pense que vous pouvez vous ouvrir aussi à des jeunes, et quand vous grossirez votre librairie avec des jeunes libraires qui feront ce pont, je le souhaite, entre l'électronique, les réseaux sociaux et le livre. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Vous dire que vous êtes la bienvenue dans la grande librairie, parce que tous les libraires sont invités, même quand on n'est pas en public. Il suffit d'appeler Inès de la Mode Saint-Pierre, qui est notre responsable libraire et qui est formidable par les réseaux sociaux, et elle vous invitera à venir, et c'est avec joie que je vous recevrai. Et vous dire merci surtout. Ma plus grande fierté, c'est ça en fait, avec la grande librairie, c'est de défendre les librairies indépendantes. Et je me réjouis que le service public soit militant avec cette émission. Parce que oui, c'est effectivement une émission qui ne se cache pas de défendre la librairie indépendante face aux GAFAM, vraiment. Et j'en suis fier. Et chaque semaine, on a une séquence d'Inès, justement, qui va voir un libraire indépendant. Et très souvent, c'est des nouvelles librairies dont vous n'êtes pas à l'abri. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais savoir, sur l'ensemble de votre carrière, quel est le moment qui vous a le plus ému? Moi, je pleure tout le temps. Vous savez qu'il y a une semaine, dans Boomerang, la dernière saison, où non seulement j'ai fait pleurer tous mes invités, du lundi au vendredi, mais moi-même, j'ai versé au moins 4 larmes. J'ai eu des moments, bon, je vais vous le raconter, parce que j'en ai pas fait mystère. Un jour, je recevais Claude Ponty, qui est un auteur jeunesse que vous connaissez sans doute, un grand auteur jeunesse, et qui n'a jamais fait mystère du fait qu'il avait été abusé sexuellement dans sa jeunesse. C'est quelque chose, moi, que j'ai vécu aussi très jeune. Et évidemment, je ne l'ai pas dit à l'antenne parce que ce n'était pas le sujet. Là, je faisais vraiment son interview. Et je me souviens qu'au moment où j'ai lancé le disque, donc vous savez, dans Boomerang, il y avait toujours un disque. Donc on n'était plus à l'antenne, si vous voulez. Il y en avait 3 minutes où on pouvait dialoguer. Il m'a pris la main et il m'a dit « Et vous, c'était qui? C'était quand ?» Et ça m'a bouleversé. Bouleversé. Et en fait, j'y ai beaucoup repensé ces temps-ci parce que le livre de Neige Sino qui vient de paraître, qui s'appelle Triste Tigre et qui parle justement de ces violences sur les enfants, en parle dans le sens qu'à la toute fin du livre, elle dit qu'il y a quelque chose de très rare entre les victimes d'inceste et les victimes de viol, enfants. C'est que quelquefois, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent rien qu'en un regard, en se croisant. Ils ne vont pas devenir amis forcément, mais ils savent. Ce silence partagé, voilà, ça m'a bouleversé. En fait, pour répondre à votre question, et pardon d'avoir été trop intime, en réalité, j'ai été le plus ému quand soudain ça me renvoyait au visage ce que j'étais. C'est là le moment où l'acte de l'interview devient le plus fort. C'est quand soudain on se met à parler de soi. Bravo. Merci pour ces mots, pour cette réponse. On peut encore prendre une question ou deux. Bien sûr, oh là là. J'ai une réunion de rédaction après, j'ai pas du tout envie d'y aller. Après, promis, après on vous libère. Non, je relis pas le Grand Maulne, j'aime pas le Grand Maulne, et pourtant mes parents m'ont appelé Augustin grâce au Grand Maulne. Je vais dire grâce pour leur faire plaisir. Mais donc non, je le relis pas. Madame, allez-y. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour madame. Moi, c'était beaucoup plus léger. Je voulais savoir l'effet que ça vous fait quand, je ne sais pas, par hasard, vous êtes sur une plage, dans une gare ou en ville, et que vous voyez un homme ou une femme lire du Lévy. Du Marc Lévy. Ah là là, j'ai une grande histoire avec Marc Lévy, moi.
Bon, déjà, moi, ça ne sera pas sur une plage. Le mec, il répond pas à la question. Ça ne sera pas sur une plage parce que j'aime pas le sable. Non, je vais vous répondre. En fait, j'ai toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, essayé de mettre à distance mon propre goût. Évidemment, ce n'est pas mon écrivain préféré, ce n'est pas forcément la littérature que je lis, mais pour autant, j'ai toujours essayé de ne pas avoir de mépris, non seulement pour lui, mais aussi pour ses lecteurs et ses lectrices, qui sont en réalité des amoureux de la littérature. Et le travail d'un libraire, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi d'amener un lecteur, par exemple de Marc Lévy, de Guillaume Musso, de plein d'autres auteurs populaires, en fait, vers d'autres littératures. Donc, pour moi, si vous voulez, je me réjouis toujours de voir quelqu'un lire. Marc Lévy, je l'ai reçu dans Boomerang. Je devais le recevoir dans 21 cm sur Canal+. J'avais envie de partir avec lui en Chine, parce que j'avais envie de voir toutes les lectrices chinoises faire wouhou comme ça, parce que c'est complètement dingue, il paraît. Donc je voulais filmer ça. Mais Canal+ m'a demandé à l'époque de le recevoir sous une semaine, sans quoi j'étais renvoyé, puisqu'il faisait partie du groupe Vivendi, c'est aussi ça le problème. Et du coup, j'ai préféré partir. Donc voilà, pour ma petite histoire avec Marc Lévy. Mais en tout cas, je résiste toujours à ce sentiment qu'on a tous. Hein. Quelquefois, on peut avoir une sorte de mépris ou regarder de haut, simplement de voir quelqu'un qui lit un livre et tu te dis « Oh là là, j'aimerais tellement qu'il lise plutôt ça ». Mais bon, il est en train de lire, c'est déjà merveilleux. Voilà ce que je me dis, si je suis complètement honnête. Et la dernière chose, en fait, qu'est-ce que vous pensez ou c'est quoi votre approche aussi avec les liseuses ? Alors moi j'en ai une, ouais, moi aussi. J'en ai une d'une mauvaise marque en plus, hein, mais qu'on dira pas. J'en ai une, mais je vais vous dire pourquoi ça me sauve, parce que quand je pars avec la rentrée littéraire en vacances en Auvergne, je pars pas avec 2 valises de livres, parce que c'est très lourd. On n'en parle jamais du poids des livres, c'est très très lourd. Hein. Alors j'ai la chance d'être le parrain de Bibliothèques sans frontières. Je vous invite tous à essayer de regarder ce que c'est que cette association que je défends vraiment, et on peut leur donner des livres, donc je leur donne pas mal de livres. On prend une dernière question. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vous suis sur tous vos réseaux, mais notamment sur TikTok. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en dissonance parfois avec la plateforme ? Parce que je vois, vous avez parlé de l'étranger, de Humus, pas l'étranger, le Sort Chalandon, l'enragé. Et c'est pas forcément ce que lisent les gens sur cette plateforme. Comment vous gérez ça, d'être en dissonance ? Est-ce que c'est le but ? Je me tape des fous rires en fait. C'est-à-dire que c'est même pas que je suis en dissonance, c'est que je suis un dinosaure. Ils ont tous 14 ans, ils m'appellent le daron, mais ils sont gentils. Hein. Ils m'envoient des messages en me disant « Mais non, tu fais partie de notre communauté, communauté KOMO ». Un truc comme ça. Donc ça me fait rire beaucoup. Et on parlait tout à l'heure en fait, de la nécessité de créer des ponts justement avec ces réseaux sociaux, avec ces prescripteurs de livres. Qu'on le veuille ou non, il va falloir à un moment donné qu'on s'y mette. Pour moi, ce serait une faute professionnelle de ne pas y être. Ce serait une faute professionnelle de faire semblant que ça n'existe pas. Alors oui, c'est vrai que je suis un peu en dissonance, mais vous savez, ces médias sont aussi amenés à vieillir. J'en suis d'ailleurs la preuve. Et vous aussi, parce que vous me paraissez plus âgé que les adolescents parfois que je vois sur ces réseaux sociaux. Conseiller des livres d'ailleurs. Alors des livres... souvent qui ont été traités de paralittérature. On parlait de Marc Lévy tout à l'heure. En fait, moi, ce qui me fascine sur TikTok, c'est la façon dont c'est un média qui s'est enflammé sur des littératures qui ont toujours été méprisées par le champ médiatique et littéraire. Je veux parler du manga, je veux parler de la romance, je veux parler de toutes les littératures de l'imaginaire jusqu'à la dark fantasy. Et en fait, ça m'intéresse de voir comment ce réseau social, ce média, a pris en charge toutes ces littératures et est devenu leur prescripteur le plus important. Et moi, ça m'a fait lire des livres. Donc oui, j'ai l'impression d'être en dissonance, mais vous savez, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ma vie, c'est la littérature, donc je suis en dissonance avec tout le monde tout le temps, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, c'est une énorme blague chez mes amis qui font pas ce métier la plupart du temps. Mais en même temps, j'essaye de faire des ponts, ça m'amuse, et si vous voulez, je le vois pour le coup là comme une sorte de mission. Je trouve que ça fait partie de mon métier. Et je pense vraiment que, vous savez, bientôt, il n'y aura plus que ça. Donc il faut continuer à défendre des livres que moi je considère être importants sur ces réseaux-là. Mais vous avez raison, c'est de la dissonance, beaucoup. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François, c'était super. Merci à vous. Merci pour la générosité de vos réponses et pour cette belle énergie que vous nous communiquez.
Merci aux lectrices, aux lecteurs de Télérama et à tous nos amis qui nous ont fait le plaisir d'être si nombreux pour vous aujourd'hui. Donc au nom de la direction de Télérama et de Valérie Hurier qui dirige cette rédaction, merci d'être venu. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à demain vous. soir.